L'Econocast est un podcast Geekzone rendu possible par le généreux soutien de nos abonnés Patreon. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nos podcasts, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Econocast, le rendez-vous économique et finance que je vous propose depuis maintenant un petit moment avec l'ami Mickaël Vincent. Salut Mickaël. Salut Faskil, bonjour à toutes et à tous. Après un épisode d'été où on avait fait un petit peu le point sur tout ce qui touche à notre ami Donald Trump et notamment à sa Big Beautiful Bill et à la dette américaine et puis la dette de manière générale, on prolonge la conversation avec un sujet qu'on n'avait pas eu l'occasion de traiter dans le dernier épisode qui était le protectionnisme, une question qui nous était venue du forum Geekzone. Et donc on va essayer de voir si on peut un petit peu dépatouiller tout ça et expliquer un petit peu ce qu'est le protectionnisme et si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'économie de manière générale. Alors comme c'est la tradition, quand on traite d'un sujet particulier dans l'Econocast, on commence toujours par une définition un peu scolaire, histoire de partir sur une base saine. En l'occurrence, quand on regarde dans le Larousse la définition de protectionnisme, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve les mots suivants: système consistant à protéger l'économie d'un pays contre la concurrence étrangère, au moyen de mesures tarifaires, tiens donc, droits de douane et non tarifaires, quotas, contingents, normes, subventions à l'exportation. Et le contraire donc du protectionnisme, c'est le libre-échange. On a un petit peu plus d'infos quand on regarde du côté de chez nos amis de Wikipédia, où on peut lire: le protectionnisme est une politique économique interventionniste visant à protéger et favoriser les producteurs et travailleurs nationaux face à la concurrence étrangère. Elle s'oppose à la théorie de l'avantage comparatif et au laisser-faire, c'est-à-dire à la liberté totale de circulation des biens, des services et des capitaux au niveau international. Bon, tout ça est un petit peu scolaire, comme je vous l'avais dit. On va essayer de dépatouiller tout ça avec Mickaël et commencer par le sens de cet avantage comparatif, en fait, dont on parle dans les définitions de Wikipédia. Ouais, il y a beaucoup de gros mots là-dedans, avantage comparatif, et puis tu l'as souligné toi-même, voilà, mesures tarifaires, droits de douane, politique économique interventionniste, donc on a quelques mots-clés qui rappellent évidemment ce qu'on s'est dit le mois dernier, et puis évidemment donc la situation drivée par la politique économique américaine de ce bon vieux Donald Trump. Donc la question a été posée, mais évidemment donc le contexte s'y prête particulièrement. Et puis par rapport au mois dernier, ça y est, là on a eu notre moment de vérité. On sait à quelle sauce on a été mangé au niveau des droits de douane, et donc cette politique protectionniste associée donc au comportement de Donald Trump et différents droits de douane. Mais avant d'y aller, donc petit détour par cette définition. Si on simplifie un petit peu à l'extrême l'histoire économique mondiale, entre guillemets, je dirais qu'on a plutôt eu des politiques protectionnisme jusqu'à plus récemment l'avènement du libre-échange et donc une tendance à réduire en moyenne les droits de douane jusqu'à parfois complètement les supprimer, et puis la création carrément de zones de libre-échange comme l'Union européenne en est un bon exemple. Donc cette tendance, je dirais, elle a été marquée en théorie par l'avènement en fait donc des économistes libéraux, et parmi eux David Ricardo, un Britannique du XVIIIe siècle, qui est à l'origine de ce concept d'avantage comparatif, qui est donc un concept clé pour justifier le libre-échange. L'avantage comparatif, selon Ricardo, c'est le principe selon lequel un pays devrait se spécialiser dans la production de biens pour lesquels il est le plus efficace. Alors, je sais à qui je parle. Moi-même, j'ai beaucoup joué à des jeux de stratégie, des civilisations, etc. Et donc, je pense que c'est une tendance un peu naturelle, un peu intuitive quand on réfléchit un peu à l'efficacité au sens vraiment pur du terme. De se dire si tel pays est plus efficace dans la production de cacao, on va plutôt double down sur la production de cacao, et puis si un autre pays est plus productif sur la production de textiles par rapport à la production d'autres choses, on va plutôt donc c'est je dirais un petit peu l'intuition derrière cet avantage comparatif, sauf que ça va un petit peu plus loin. L'avantage comparatif, ça va plus loin que ce que j'ai décrit avec mon petit jeu de stratégie. Évidemment, si tu joues à Civilisation et qu'il y a telle cité qui est dans une zone côtière, tu vas plutôt favoriser la pêche, et puis si t'en as une autre qui est dans un climat tempéré, je sais pas, tu vas favoriser l'extraction de bois ou je sais pas quoi. Ça c'est instinctif, c'est tout à fait naturel. Ce que Ricardo dit, c'est que ça évidemment c'est clair, mais que chaque pays en fait a un intérêt à se spécialiser sur un truc et un truc seulement, même si le pays d'à côté le fait mieux. C'est-à-dire que dans un modèle simple, si l'Angleterre est de toute façon assez merdique pour faire et des draps et du vin
et que le Portugal est de toute façon meilleur pour faire et des draps et du vin, mais que le Portugal est marginalement meilleur pour faire du vin que de faire des draps, la situation idéale serait que le Portugal fasse que du vin et que l'Angleterre fasse que des draps, même si l'Angleterre fait des draps de manière moins efficace que le Portugal. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Sauf que la démonstration, de toute façon, comme elle est contre-intuitive, elle va être encore plus compliquée à expliquer à la radio. Donc je vais vous linker la démonstration qui est pour le coup infaillible et qui explique donc que non seulement on a intérêt à se spécialiser là où on est le meilleur, mais aussi de le faire même si un pays à côté est meilleur que nous, tant qu'on soit tous spécialisés sur des choses différentes, parce que grâce à l'avantage comparatif et une politique d'échange, de libre-échange, il va y avoir quand même des externalités positives et tout le monde va y gagner. C'est la politique économique théoriquement la plus efficace. Voilà ce qu'a apporté Ricardo, et c'est pour ça que finalement le protectionnisme un petit peu a fait long feu, et que cette découverte un petit peu qui arrange un peu tout le monde, un petit peu magique comme ça, contre-intuitive en tout cas, c'est ce qui est d'ailleurs amené Paul Samuelson, prix Nobel d'économie s'il en est, en 1970, de dire que c'est le meilleur exemple d'un principe économique indéniable, mais contraire à l'intuition de personnes intelligentes. Non, écoute, c'est vrai que c'est contre-intuitif comme tu le dis, mais je pense que j'ai compris le principe. Enfin, si jamais vous avez du mal, vous, de votre côté, à comprendre le principe, n'hésitez pas à venir embêter Michael dans les forums de Geekzone et lui demander une réexplication de tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, c'est contre-intuitif et pas évident à saisir, mais une fois qu'on a compris le principe, je pense que ça va tout seul. Alors, je tiens quand même à donner un disclaimer qui est très important. Je suis pas en train de faire non plus l'apologie du libre-échange, ni le critiquer ouvertement non plus par rapport au protectionnisme. Ce modèle est indéniable, il fonctionne, mais en théorie, c'est un modèle. Et bien évidemment, dès qu'on allège un petit peu les hypothèses nécessaires pour le faire fonctionner, par exemple, il faut supposer qu'il n'y ait pas de coût d'expédition, que le libre-échange soit vraiment non faussé, absolument sans friction. Mais il y a évidemment un coût d'expédition qui peut être supérieur au gain marginal, et donc là, mon explication ne tient plus. Le modèle oublie complètement la possibilité aussi, par exemple, pour un patron britannique qui ferait ça, de délocaliser sa production au Portugal pour que ce soit encore plus efficace et créer du chômage au Royaume-Uni, etc. Ou tout simplement un facteur externe qui empêche d'échanger. On se souvient par exemple assez récemment de la période de Covid où voilà la planète monde s'est retrouvée comme ça à l'arrêt, et où il était plus possible d'importer des masques par exemple pour rappeler de périodes sombres de notre histoire. Ou alors un président qui impose unilatéralement des droits de douane considérables par exemple, au hasard. Pour recouper évidemment sur notre sujet qui nous intéresse, le bon vieux Donald Trump. Ouais. Donc en effet, commençons par le rappel des faits. Quand on s'est laissé le mois dernier, on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Maintenant, on le sait, la plupart des pays concernés par les annonces de Donald Trump du 31 juillet, dont notamment la bonne vieille Union européenne, la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., sont frappés à hauteur de 15% de droits de douane. C'est beaucoup moins que ce qui était craint. On avait énoncé des chiffres pour aller jusqu'à 50% de droits de douane, ou voire 30%, donc 15% c'est plutôt la fourchette basse. Certains États sont davantage pénalisés, comme au niveau de l'Asie du Sud-Est, où on est plutôt autour de 19-20%, l'Afrique du Sud qui est à 30%, l'Irak, la Serbie qui sont à 35%. Il y a parfois aussi une double pénalité dans les annonces de Trump. Certains pays font l'objet de mesures de rétorsion en plus de droits de douane. Par exemple, l'Inde chope 25% de taxes supplémentaires en plus des 25% déjà imposés, soit 50% au total. C'est une sanction pour les achats de pétrole russe. Donc c'est presque intéressant quand même de se rendre compte qu'il utilise ça aussi comme un outil plus diplomatique, comme une sanction par rapport à ce qui se passe sur la situation en Ukraine. Et puis finalement, de la part de Donald Trump, c'est un revers plutôt heureux, qui a évidemment une part sombre, puisque de la même manière, les mesures de rétorsion sont utilisées contre le Brésil, car le Brésil a engagé des poursuites judiciaires contre son copain Jair Bolsonaro, après sa tentative avortée de coup d'État en 2023. Et puis aussi, on sait que vis-à-vis du Canada et de l'ami Mark Carney, que les choses sont pas forcément au beau fixe, et donc les droits de douane sont de 35% par rapport au Canada, donc c'est quand même assez élevé. À relativiser n'empêche, parce que je pense que le Canada et le Mexique sont souvent des exemples mis en avant sur la petite guéguerre que les États-Unis mènent. 85% des échanges avec le Canada sont de toute façon déjà couverts par un accord de libre-échange. Donc ces droits de douane qui sont élevés, 35%, s'appliquent uniquement à peu près 15% des produits. Donc en moyenne, c'est pas non plus l'apocalypse.
Et je terminerai ce petit tour d'horizon en rappelant que je crois que ce que Donald Trump voulait, c'était surtout avoir tout le monde autour de la table et pouvoir négocier, voilà, the art of the deal. Et donc les gens qui étaient absents, typiquement les Suisses, sont récupérés des droits de douane super importants, 39% pour les Suisses, bien supérieurs aux voisins européens. Bon, du coup, nous, on s'en sort pas trop mal avec nos 15%. Oui, on peut commencer par voir le verre à moitié plein. On s'attendait à pire, c'est clair. Les prévisions de croissance étaient vachement impactées par le fait que, effectivement, ces droits de douane, c'est ce qu'on avait un peu développé le mois dernier, elle est forcément coûtée, elle est forcément, ou en tout cas, a été propice à créer de l'inflation, à une baisse de la consommation, et donc, évidemment, faire baisser la croissance. Et donc, à l'annonce de ces droits de douane qui sont en moyenne moins importants que menacés, que prévus, le FMI notamment a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026, ce qui ne doit pas occulter le fait que malgré la croissance, le choc commercial est réel. On a ajouté des droits de douane là où il n'y en avait pas beaucoup. Ça va quand même peser sur l'économie mondiale. Et s'il n'y avait pas eu cette guerre tarifaire, certes amoindrie, la croissance mondiale serait encore plus importante de 0,2 points en 2025. Mais finalement, voilà, je crois que la première réaction a été celle d'un soulagement. Mais alors donc du coup, ça me fait mal au cul de l'admettre, mais ça voudrait dire que Trump finalement a réussi son coup. En fait, c'est un peu, il est effectivement le master of the deal là, si on t'écoute. L'honnêteté intellectuelle m'oblige quand même à commencer par ce qui a marché dans cette histoire. Alors certes, les droits de douane américains ont atteint maintenant un niveau record depuis les années 1910-1930. En moyenne, sur tous les échanges, on a un taux de 18%, donc sur les importations en 2025. Et comme on l'avait bien décrit le mois dernier, ça veut dire donc des sous-sous dans la cagnotte du gouvernement américain. Cette politique de tarifs élevés a engrangé sur les 6 premiers mois, parce qu'il faut pas oublier qu'il a commencé dès le mois d'avril, avec en mettant 10% plancher, et ça ne fait qu'augmenter. Maintenant, on est à 18%. Pour les 6 premiers mois de l'année, Donald Trump a déjà engrangé 100 milliards de dollars de droits de douane, et donc autant d'argent pour financer sa catastrophique Big Beautiful Bill. Ouais. Donc en tout cas, il cherchait des leviers fiscaux, il en a trouvé, ça a marché, et ça a marché aussi dans une certaine mesure, puisque la catastrophe un petit peu évoquée, avec vraiment une croissance en berne, est amoindri, est un petit peu nuancé par le fait que certes il y a un impact, comme le disait le FMI, de 0,2 points sur la croissance, mais c'est pas non plus énorme, donc c'est amorti quelque part, donc voilà, un impact modéré. Ça va avoir aussi un impact modéré sur la croissance américaine, puisqu'il s'agit de biens physiques qui sont taxés, c'est les échanges physiques qui sont taxés, et l'économie américaine est essentiellement une économie de services, plus de 80%, donc c'est surtout les industries traditionnelles qui vont être touchés, donc l'impact est important, mais il n'est pas across the board, il n'est pas sur toute l'économie. Donc des recettes fiscales d'un côté, une croissance certes impactée, mais pas à des niveaux aussi graves qu'on aurait pu l'escompter au départ, et donc des recettes fiscales, un impact modéré sur la croissance. On peut voir effectivement donc le verre à moitié plein. Mais alors si je te comprends bien, au final, ces taxes, c'était pas une si mauvaise nouvelle que ça en fait. Oui, sauf que c'est que le début, et on peut aussi voir le verre à moitié vide. L'inflation aux États-Unis, elle est toujours plus importante qu'en Europe. Elle est à 2,7%, donc c'est quand même un truc qui pèse sur les classes moyennes et les classes les plus populaires aux États-Unis. Et clairement, cette politique va impacter donc les biens les plus basiques, de manière générale, les biens importés les plus basiques. Et ça va être une taxe qui va affecter d'abord les classes populaires et les classes moyennes. Mmh. Donc le fardeau de ces surcoûts va être inflationniste, et ça va aussi donc renforcer les inégalités, ça va impacter la compétitivité aussi de pas mal d'entreprises. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que cette politique protectionniste, donc de droits de douane, elle va surtout avoir un impact finalement sur l'emploi industriel, sur aussi les emplois manufacturiers, parce que quoi qu'on en dise, on est dans un monde connecté, et ça va pas aller jusqu'à inverser la désindustrialisation, car les entreprises dépendent toujours des chaînes d'approvisionnement mondiales. Tout n'est pas disponible sur le terrain américain. L'augmentation du coût de la vie pour les Américains, c'est vraiment le premier effet qui se coule, et l'espoir de réindustrialiser les États-Unis, ça reste encore à prouver, puisque les industries traditionnelles, pour l'instant, l'automobile, l'acier, l'agroalimentaire, elles vont subir des effets pervers, parce que tout n'est pas réintégrable aux États-Unis. Il y a des chaînes de production mondiales, et d'ailleurs un début de
preuve de ça, c'est que à l'annonce des droits de douane, des complications à dealer notamment avec l'Asie, Nvidia et AMD, qu'on connaît bien ici sur Geekzone, sont les premiers à être allés taper à la porte de Donald Trump pour essayer pour négocier en fait un petit peu comme donc les États sont allés voir Donald Trump pour négocier. Maintenant, les entreprises peuvent aller taper à la porte de Donald Trump pour négocier et avoir des exceptions. Et donc Nvidia et AMD vont payer le gouvernement américain pour pouvoir passer outre ces nouvelles restrictions de libre-échange. C'est ce qu'a fait Apple aussi d'ailleurs. C'est ce qu'a fait Apple, donc qui est bien la preuve que ça va pas juste être une question de réintégrer les usines au Royaume-Uni. En fait, on va plutôt chercher à négocier. Donc on continue le art of the deal. Enfin, je sais pas si art est le bon mot, mais deal très certainement. Ça crée aussi un précédent un peu flippant où en fait chaque entreprise a un petit peu son passe-droit ou en tout cas un traitement différencié de la part de Donald Trump. Certains ont employé des gros mots comme le fait que c'est un comportement tout à fait fasciste. Je ne sais pas si je reprendrai le terme. En tout cas, c'est un précédent un petit peu particulier, mais je m'égare. En tout cas, le pari de ces droits de douane qui vont systématiquement du coup permettre à l'industrie américaine de fleurir, etc., est encore loin d'être démontré, surtout si Trump permet comme ça ces exceptions. Et puis, évidemment, les autres pays ont riposté par des mesures de rétorsion, notamment sur les exportations américaines. Donc, évidemment, réponse du berger à la bergère. En tout cas, pour résumer sur le verre à moitié vide, ces jours-ci, on se demande si Donald Trump va avoir le prix Nobel de la paix. Ce qui est certain, c'est qu'il n'aura pas le prix Nobel d'économie. Bon, je crois qu'il est le seul demandeur. Hein. Je pense que personne ne pense qu'il va avoir le prix Nobel de la paix. Tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Ok. Et sinon, au niveau de l'impact international de tout ça. Oui, alors on a déjà vu quelques réactions, et puis il y a encore les réactions qui se font attendre, hein, et notamment la Chine, qui est le driver le plus important de la croissance mondiale, des échanges. Hein, voilà, c'est vraiment un acteur incontournable d'une puissance économique à peu près similaire en taille aux États-Unis. L'augmentation des droits de douane américains, va pousser probablement la Chine à se rapprocher de l'Union européenne, d'autres partenaires commerciaux, et donc ce pari de Donald Trump peut aussi tout simplement isoler totalement et simplement les États-Unis. On a déjà vu le mois dernier que tout ce qui se passait pouvait aussi poser quelques problèmes sur finalement la confiance qu'on peut aussi mettre sur le dollar, un dollar qui est largement dévalué ces derniers temps. Et à l'inverse, la Chine pourrait aussi jouer au jeu de la dévaluation de la monnaie et faire une espèce de race to the bottom, et donc de nivellement par le bas en bon français, et donc qui atténuerait aussi donc l'effet positif des taxes américaines. Et sinon, côté européen? Côté européen, j'aurais peut-être pu d'ailleurs le dire plus tôt. On a d'abord vu tout de suite un peu le verre à moitié plein en disant on a eu que 15%, tant mieux, parce on s'est un peu fait quelques frayeurs. Tout ça pour réaliser quelques minutes plus tard qu'on avait simplement capitulé aux menaces de Donald Trump sans contrepartie. Donc l'Union européenne n'a pas augmenter les droits de douane pour les importations américaines, donc c'est vraiment unilatéral. Donc donc les produits européens vont être taxés, les produits américains ne vont pas l'être. Hein. On a mis de côté les sanctions possibles. On a aussi topé avec Donald Trump pour investir des centaines de milliards d'achats pour acheter des produits américains. Donc le deal est clairement pas juste de ce point de vue-là. Des voix au sein de l'Union européenne, notamment en France, ont un peu souligné le fait que c'était plutôt une victoire pour pour les producteurs de voitures allemands qui voulaient absolument continuer à exporter pour pouvoir survivre, là où l'Allemagne effectivement est un peu un des pays un peu malades en Europe et qui a besoin donc de ces quelques vecteurs de croissance, mais pour un pays comme la France qui n'a pas la même balance commerciale avec les États-Unis, cette capitulation est un petit peu mal passée, et donc de dire on aurait pu faire une stratégie plus canadienne où en fait on n'accepte pas ça, on promet pas des investissements sur le territoire américain et on met des mesures de rétorsion, nous aussi, en augmentant les droits de douane. On pouvait se le permettre plutôt que de capituler à la première instance. Mais la raison pour laquelle, ceci dit, l'Union européenne a adopté cette approche, je pense, c'est parce que, mine de rien, les entreprises européennes sont confrontées à deux défis, bien évidemment. C'est que, au-delà des droits de douane qui sont un moindre mal à 15% comparé à 50%, c'est que, toutes choses étant égales par ailleurs, la dévaluation du dollar
signifie l'appréciation de l'euro, et c'est un petit peu une taxe supplémentaire quelque part, puisque certes ça nous permet d'acheter moins cher quand on importe, ça c'est pas mal, mais par contre tout ce qu'on exporte, et l'Union européenne est plutôt exportatrice, en tout cas par exemple vis-à-vis des États-Unis, on l'avait dit donc encore une fois le mois dernier que la balance commerciale était largement en notre faveur pour les biens européens vers les États-Unis. Cette appréciation de l'euro, c'est une catastrophe qui impacte aussi largement cette balance commerciale, donc c'est la double peine. Et donc, typiquement, si on veut quelques chiffres, il y a quelques exemples à citer, comme l'industrie du vin, c'est un exemple qu'on cite souvent dans les échanges, qui pourrait subir une baisse de volume de 25% sur le marché américain à cause de l'appréciation de l'euro. Et surtout, ça, c'est la situation à l'instant T. Cette appréciation de l'euro face au dollar, elle a déjà largement eu lieu avant même l'annonce des droits de douane. Elle pourrait encore s'amplifier dans les mois à venir et donc peser encore plus sur le bilan des entreprises. Ok, écoute, tout ça fait un bon résumé, je pense, de la situation et de la nature du protectionnisme en tant que tel. Maintenant, si je peux me permettre de te demander ton avis à toi par rapport à tout ça, qu'est-ce que toi t'en penses ? Je vais commencer par une hot take, mais vraiment par honnêteté intellectuelle, parce que je suis vraiment pas fan de Donald Trump, c'est pas ma façon de penser, c'est pas ma façon de faire, et c'est clairement pas mes valeurs. Tu n'aimes pas les dictateurs fascistes? Je n'aime pas les dictateurs. Alors. Je suis un peu plus woke, je dois l'admettre, même si c'est pas très à la mode de le dire. Mais force est d'admettre, que enfin quelqu'un qui fait de la politique. Faut quand même reconnaître que ces 30 dernières années, on a bouffé énormément de TINA, there is no alternative. There is no alternative au libre-échange, au libéralisme, au néolibéralisme. Et finalement, Trump qui arrive avec ses gros sabots et qui fait des droits de douane, c'est un petit peu, effectivement une course au moins 10 ans. C'est pas que positif, mais au moins, il essaye quelque chose. Et ça, je suis un peu obligé de le souligner. Maintenant, ce qu'il essaye, on a beaucoup rigolé sur le taco, Trump always chicken out. C'est le côté, il annonce un truc aujourd'hui, il arrête le lendemain, même quand il a topé avec le Japon sur les 15% ou avec l'Union européenne sur les 15%, il a déjà dit quelques jours après, je suis pas sûr que ça va durer, je vais peut-être encore augmenter. Donc ça change un peu tous les jours, le marché tourne et retourne. Moi, j'oublie pas que le côté planche pourrie, les négos éternels comme ça rappelle aussi un peu le Brexit, et que au-delà de l'aspect purement financier de ce genre de politique un peu extrême où on dit on arrête un petit peu la continuité du libre-échange, le Brexit c'est quand même un peu la même idée, c'est que donc au-delà de l'aspect économique, il y a un côté confiance rompue, c'est-à-dire que quoi qu'on en dise, qu'on accepte le fait que ça impacte la croissance négativement ou ci ou ça, c'est que derrière on a un pays, on a un gouvernement, on a un réseau diplomatique, etc., sur lequel on ne peut plus compter, la confiance est rompue. Et ça prend des dizaines et des dizaines d'années pour revenir, pour se rétablir. Donc la conséquence, même si demain Trump perd, par exemple, au midterm et qu'on revient sur les taxes douanières, sur les tarifs, je pense que la tendance plutôt heureuse de la conséquence de ça, c'est que en fait on va faire sans les États-Unis en fait. On va dire de toute façon on peut pas compter sur eux, c'est aussi un peu s'ils se discutent au niveau de l'OTAN, c'est de se dire on pourra plus compter sur eux. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le Royaume-Uni à cause du Brexit, c'est de se dire on peut plus vraiment compter sur eux. L'autre take que je trouve pas inintéressante, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect purement tarifaire et économique, c'est le fait qu'il utilise ça aussi comme un outil diplomatique. Alors c'était heureux sur l'exemple de l'Inde pour les pénaliser par rapport à leur achat et leur soutien en fait à l'économie russe par l'achat notamment de pétrole et de gaz russe. Mais ça aussi, ça on l'a souligné, un revers, puisque de la même manière, il va punir le Brésil pour protéger son pote Bolsonaro, entre fachos dictateurs, on s'entend bien. Puis j'avais aussi un peu souligné, pour moi, ce mauvais précédent que ça pose par rapport notamment ce qu'on a vu sur Apple, Nvidia ou AMD qui vont toquer à la porte et qui ont un petit peu comme ça des passe-droits. Donc puis ça donne un peu une ambiance grosse corpo comme on l'a dans certaines nouvelles cyberpunk, de se dire en fait ces entreprises-là ont l'importance d'un pays et puis elles peuvent s'asseoir à la table au même titre que les pays pour négocier eux aussi leurs droits de douane ou leur ristourne. Donc c'est quand même un précédent malheureux.
Je terminerai avec un point encore plus personnel, parce que bon, c'est quand même politique, le libéralisme, le protectionnisme. En théorie, le libéralisme c'est mieux, comme le disait Ricardo. En pratique, c'est pas aussi simple que ça. On a vécu avec du protectionnisme, ça peut aussi être un outil intéressant dans une certaine mesure. Je donnais l'exemple de l'Inde. Bon, pourquoi pas. C'est un débat qu'on a déjà eu aussi un peu en Europe, hein, notamment. Moi, je me souviens de l'époque en 2012, à l'aune de la crise de l'euro, où on se disait, mais en fait, est-ce que l'euro est pas trop fort par rapport, notamment, au fait que l'économie européenne était drivée par l'Allemagne. Est-ce que l'euro était pas trop fort pour l'Italie, la France ou la Grèce? En fait, le protectionnisme, ça peut marcher, et ça peut être un peu plus juste si on décide effectivement de baisser la TVA. Ça, c'est un point que Trump n'a pas du tout abordé. Après, la TVA aux États-Unis, ça marche pas de la même façon. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que pour la rendre un petit peu moins injuste, cette politique de protectionnisme tarifaire, pour la rendre un peu moins injuste sur les classes populaires et les classes modestes, il est aussi possible de baisser la TVA, ce qui revient en fait effectivement à taxer les importations, mais ne pas renvoyer tout le coût de cette taxe supplémentaire aux plus démunis, et qui permettrait peut-être une issue un peu plus positive pour les Américains de cette politique finalement inégalitaire et un peu délétère. Eh bien, écoute, Michael, merci pour ces explications. Alors, on avait dans le forum de Geekzone une question plus spécifique par rapport au protectionnisme de la Chine. On aurait bien voulu en parler, mais malheureusement, on va pas avoir le temps cette fois-ci. Donc, ce que je propose, c'est qu'on mette ça de côté pour le prochain épisode et qu'on essaie de se faire un petit épisode au mois de septembre où on reviendra un petit peu plus en détail sur le cas chinois concernant le protectionnisme et voir un petit peu en quoi il est particulier. Si ça te va, Michael. Absolument. Et puis, tant qu'on est encore dans les promesses, j'ai une reco à vous faire sur un bouquin que j'ai dévoré cet été et dont il faut absolument que je vous parle. Je voulais déjà vous en parler le mois dernier, je voulais vous en parler ce mois-ci, je vous en parlerai donc en septembre. Et on vous linkera donc bien évidemment les recommandations de lecture qui vont bien dans le billet qui accompagne ce podcast. C'est la fin de ce 18e épisode de l'Econocast. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le protectionnisme et donc, comme promis, on reviendra le mois prochain pour parler du cas spécifique de la Chine. Merci Mickaël pour tes éclairages sur cet aspect parfois un petit peu obscur de l'économie. Merci Faskill, merci à tous. Et on se retrouve donc le mois prochain si tout va bien. Des bisous, ciao. Salut. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech, on fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matins à 8h sur geekzone.fr.